Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Data Watch. Je suis en compagnie d'Axel. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Donc pour présenter Data Watch c'est un podcast qui fait de la veille sur des articles récents autour de sujets de la data engineering. Et pour me présenter, donc Bertrand Fab, je suis data engineer freelance. Ça fait déjà 6, 7, je dirais 8, 9 mois que je suis en freelance, à peu près. Avant, j'ai commencé en 2011 dans la data. Donc je suis passé par plein de stacks techniques avec beaucoup de SQL sur la data. Est-ce que tu pourrais te présenter, Axel? Moi, pareil, data 1, depuis un peu plus de 5 ans. Pareil, beaucoup de SQL, Hmm. même trop. C'est la base. C'est la base, ouais. Mais il y a quand même d'autres périmètres qui sont un peu plus shadés, qui n'utilisent Mhm. pas le SQL, Ouais. mais j'ai l'impression qu'on voit ça avec quelques années d'expérience, Mhm. pas tout de suite. On aura l'occasion d'en reparler. Mais Ouais. effectivement, c'est le step 1 et c'est la base souvent des plateformes. Mhm. Euh, voilà, je ne Ok. vais pas m'éterniser sur myself. Merci, Axel. Et donc les sujets abordés aujourd'hui, ça va être Polar vs PySpark. On va aussi parler de conseils pour être un leader d'une équipe data. On va parler aussi de couches sémantiques des données avec DBT. C'est surtout la vision que DBT donne. On va parler aussi de Unistore de Snowflake, qui promet de faire converger l'OLTP et l'OLAP. On en parlera un petit peu plus avec Axel. Et pour finir, on parlera de l'histoire de la moderne data stack. Donc le premier sujet, donc on parle de Polar vs PySpark dans un environnement Databricks. C'est l'auteur Daniel Beach qui a proposé cet article, qui a été publié le 12 juillet. C'était surtout pour déjà comparer effectivement les outils et pour voir si il pourrait pas y avoir aussi une complémentarité de ces outils. Avant de détailler son article, je vais rappeler aussi ce qu'est Polar. Euh, Spark, Delta Lake, je vais rappeler certaines définitions. Donc Polar, c'est une librairie en Python et en Rust qui permet de gérer les données sous forme de tableau qu'on appelle data frame. Et donc derrière, c'est écrit en Rust. Et ça permet de faire des traitements parallèles et lazy. Donc ça veut dire que ça ne va pas calculer direct, il va d'abord y avoir un schéma d'exécution avant d'être exécuté. Je rappelle aussi Spark, dont on va parler. Donc c'est aussi un framework open source qui permet de faire des traitements distribués sur des très gros volumes de données. Je dirais qu'au niveau du volume de données, c'est plus important que Polars. Derrière, je crois, sans dire de bêtises, que c'est écrit en Scala, je dirais Spark, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va aussi parler de Delta Lake, qui est une couche de stockage open source et qui permet, c'est ce qui va permettre de mettre en place une architecture Lakehouse. Donc ça veut dire que ça va apporter tout ce qui est propriété acide, ça va permettre la scalabilité, surtout le versionning et l'historisation de tout ce qui est schéma et des données aussi, et qui permet de faire du batch du streaming. Et pour finir, dans Databricks, dont on va parler, c'est une plateforme de provider agnostique, c'est-à-dire que ça va se brancher sur les cloud providers comme GCP, AWS, Azure, et ça va utiliser les ressources de ces environnements-là pour proposer une expérience unifiée au niveau de la gestion des données. Et donc, toutes ces définitions, pour enfin parler de l'article, Daniel, déjà, il commence son article par insister sur le fait qu'il ne faut pas trop sauter sur la hype des nouveaux outils. Euh, Surtout dans la data engineering. Dans la data engineering, il y a plein d'outils qui arrivent. Je ne sais pas si toi aussi tu avais vu, Axel, mais des fois, ou tous les ans, on a une sorte de, de photo Landscape. de tous les outils. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette Le photo. landscape. Ouais, Hmm. le landscape de tous les outils de data engineering, mais il y en a énormément. Euh, donc, il conseille Beaucoup trop. clairement de ne pas se jeter sur tous les nouveaux outils parce que sinon, on n'a pas fini. Ce qui est important, c'est vraiment de se spécialiser. Euh, et justement, donc en insistant sur ça, il conseille aussi de se concentrer sur la stabilité, la fiabilité et la simplicité. Donc en termes de tous les outils. Donc c'est-à-dire vraiment monter en compétence sur un outil, de bien le maîtriser pour avoir une utilisation fiable de cet outil-là. Et ce qui va permettre aussi d'avoir un time to market, donc c'est-à-dire le temps qu'on va mettre pour pouvoir délivrer la valeur plus court. Parce que si à chaque fois on utilise des nouveaux outils, le time to market, il est à chaque fois très très long. Parce qu'on doit s'adapter aux nouveaux outils, les découvrir, alors que si on utilise les outils qu'on connaît déjà, ça allait beaucoup plus vite.
Et donc, l'auteur parle de Polar et sur Detalec. Et il part du constat que pour lui, ça va être très souvent, dans 99% des cas, plus pertinent d'utiliser Polars que PySpark. Donc, dans l'environnement Databricks, ça va être Delta Lake. Pour dire ça, lui part du principe que sur certains traitements, je vais en parler un petit peu plus, il n'y a pas toujours besoin de monter en fait les machines, monter les ressources pour PySpark, parce que PySpark, ça prend un certain temps déjà pour être prêt. Et après, il y a un certain temps pour faire tout le graphe d'exécution, pour lancer la machine. Et des fois, il dit qu'il n'y a pas besoin de lancer une grosse machine pour certaines tables qui pourraient prendre que quelques centaines de milliers de lignes. D'autres arguments qu'il avance, c'est principalement donc la simplicité d'installation. Donc comme je le disais, Polars, c'est une librairie Python, Rust aussi, mais Python. Donc ça veut dire qu'on l'installe comme n'importe quel package avec un PIP install. Ce qui va être beaucoup plus facile qu'un PySpark. Il parle aussi du fait que les utilisateurs de PySpark, ils vont être familiers avec Polars. Parce que globalement, le concept derrière, c'est des data frames qu'on manipule. Et les méthodes utilisées, les fonctions utilisées sont très ressemblantes apparemment entre les deux. Et le dernier point qu'il met en avant, c'est que Polar, c'est beaucoup moins gourmand que PySpark. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir besoin de charger les ressources pour pouvoir exécuter PySpark, que Polar, il y a moins besoin de charger comme ça toutes les ressources. Et il finit dans l'article par insister sur le fait que dans la plupart des cas, pour des tables de quelques centaines de milliers de lignes, des jeux de quelques centaines de milliers de lignes, Polar fait très bien l'affaire, surtout si c'est pour aussi faire des filtres sur les données, alors que PySpark, ça reste vraiment assez lourd. Et ça peut être intéressant aussi, ça c'est le dernier argument que j'ai noté, tout ce qui est chargement incrémental des données, donc vraiment que de l'insert. Utiliser Polar, ça peut être vraiment beaucoup plus pertinent que PySpark. Toi, t'en penses quoi, Axel, de ça? Ouais, moi je suis d'accord sur cette partie de, je vais dire, modularité. Parce qu'un outil comme Polars ou DuckDB, effectivement, tu fais un pip install. Donc en fait, concrètement, techniquement, tu peux lancer dans un DAG. Donc dans un comment définir un DAG? Un plan d'exécution. Un plan d'exécution de tâches programmées sur une base horaire ou sur une base événementielle. Tu peux faire si par exemple si tu utilises Airflow, tu peux utiliser un cube opérator, donc pour créer un pod Kubernetes et le configurer pour justement avec un pip install Polars avec tu lui donnes les sources, les destinations et ça te fait le job très bien et ensuite le pod, une fois le travail terminé, je sais pas comment on dit, se désintègre, peut-être la traduction, disparaît. Oui, disparaît, ouais, c'est ça. Ouais, disparaît. Ça te permet d'avoir du job à la demande, porté sur un cube. Est-ce que tu peux... Alors, je sais pas si tu peux le faire avec PySpark, je ne pense pas. Avec Spark, je ne pense pas. Je pense qu'il faut un cluster bien en place. Ouais, quand j'utilisais Spark sur AWS, on faisait ça sur de l'EMR, donc ça veut dire que c'est déjà en place dessus. Ouais, voilà, et c'est quelque chose qui peut pas pop et disparaître. Donc ouais, c'est le principe du marteau-piqueur et du marteau, quoi. Un outil beaucoup plus agile et l'autre forcément beaucoup plus puissant, mais que tu peux pas transporter partout. Où il te faut du coup beaucoup plus de ressources pour
pour le faire fonctionner. Mhm. Donc, en fait, j'avais pas bien en tête comment utiliser ce genre d'outils. C'est Polars, DuckDB, les cas d'usage et l'implémentation technique optimale. Mhm. Et je me suis pas mal intéressé. En fait, ça, c'est typiquement le, le cas d'usage de ce genre de produit. C'est ça. C'est traiter des jobs qui sont pas extrêmement lourds et les faire popper à la demande avec du coup une installation très facile. Mhm. Tu vois, pour ceux qui font un peu de Python, tu le mets le requirements, le package pour Ouais. l'installation. Ensuite, ça te crée ton petit pod bien configuré. Ça fait le boulot quoi, à faire. Mhm. Et c'est nickel. Ouais, clairement, je vois bien, moi aussi, l'avantage. Euh, c- pour faire ça, il faut bien connaître aussi les données, il faut bien savoir ce que tu maîtrises. Normalement, ça doit être le cas. Euh, pour savoir vers quoi on s'oriente. Et Mm. tout à l'heure, je parlais de Amazon EMR que j'utilisais pour lancer Spark. Moi, je me souviens que pour lancer une instance EMR, ça prenait, au début, ça prenait 15 minutes. Après, il y avait eu des modifs et ça prenait 8 minutes. Mais 8 minutes incompressibles et qu'il faut attendre pour pouvoir exécuter après sa pipeline Spark. Donc ça montait ton cluster à la demande, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, ouais, exactement. Donc c'est le même principe, mais beaucoup plus lourd, quoi. Ah ouais, beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Puis avec moins de... Ah non, je sais pas, je vais pas penser tout haut comme je le fais d'habitude. T'as dit quoi? Non, non, mais quand tu montes un cluster comme ça, Mhm, la capacité de configuration, mhm. je sais pas si c'est aussi modulaire que par exemple un pod cube où tu installes ce que tu veux. Alors, le PodCube, je me rends pas compte. Moi, je pourrais juste te dire ce qu'on pouvait faire, en tout cas, avec l'EMR. Nous, on avait un fichier Groovy dans lequel on donnait les configurations des machines qu'on voulait. Donc là, on allait simplement sur Amazon EMR, on voyait toutes les machines disponibles et on voyait à peu près les ressources associées à chaque machine et on essayait d'estimer les ressources dont on aurait besoin. Donc c'est de la configuration de puissance machine, Ouais. mais pas de soft. Non, parce que les softs, ils sont déjà sur tous les EMR, quelle que soit la machine. Et c'est fixe, tu peux pas dire moi je veux tel package ou. Alors, je dirais que si, tu peux installer tes packages. C'est juste que tu as une base. Parce que D'accord. ce qu'on avait, si, on avait un requirements aussi qui était exécuté à chaque fois. Ok, En plus de ça. ok. Ouais. C'est vraiment le même principe, mais en beaucoup plus lourd, quoi. Ouais. Ouais, beaucoup Et, plus. et sûrement plus cher. Je me rends plus compte. Moi, je me souviens qu'il y avait une machine qui coûtait ouais, $20 de l'heure. Je crois que c'était la plus chère. Et puis nos traitements, ils duraient moins d'une heure. Donc, Ok. moi, ça me Pour tout paraissait faire? assez successif. Comment? Pour tout faire? Non, pour une pipeline. Enfin, Ah une ouais. pipeline. Non, non, un seul. Ok. Ouais. Eh bien, merci Axel. Toi, tu as lu un article qui parlait, enfin, qui donnait des conseils pour l'idée une équipe data? Ouais. Donc un fournisseur officiel de notre veille, c'est Mhm. Seattle Data Guy. Donc effectivement, il part du constat que les professionnels de la data, en fait, ils sont rarement promus à des postes de direction, on va Mhm. dire, de management, sans avoir une phase d'onboarding, de coaching, justement pour être manager. Ça se fait un peu sur le tas. Et du coup, le but de son article, c'est de fournir des conseils pour réussir la transition d'un poste, je sais pas moi, d'un product manager
ou d'un poste plus technique comme lead tech, ou c'est quoi l'autre lead? Tech lead. Ouais, tech lead ou lead, je sais plus, il y en a un autre. Mhm. Il y a un profil qui est un peu plus fonctionnel que l'autre. Jusqu'à un poste de head of data. Mhm. Donc pour faire réussir sa transition, en fait, c'est tout de suite comprendre l'entreprise et sa direction. La direction, la voie, tu vois, dans le sens la voie, les objectifs. Mhm. Parce que en fait, la data, c'est une citation qui est dans l'article. C'est si ça concerne pas un objectif sur lequel les gens sont concentrés, ils s'en fichent en fait. Tu vois. Donc la priorité absolue pour un leader, c'est de savoir quelles données va impacter, Mhm. va enrichir la, la faculté des autres managers et de la direction à comprendre et ce qu'ils ont mis en place Ouais. ou ce qu'ils veulent mettre en place et en fait cibler les besoins. Ok. Ce qu'il appelle être business fluent. Ok. Tu vois, c'est un peu le concept à l'américaine où il faut nommer les choses et c'est très bien. Hein. Mhm. Mettre un mot sur une idée, sur un concept. Le deuxième gros conseil, c'est forcément communiquer efficacement. Mhm. C'est un peu le problème que j'ai rencontré moi tout au long de ma petite expérience, c'est que en fait tu bosses beaucoup mais dans l'ombre. Mhm. C'est vrai. Donc en fait les gens ils te croisent et puis ils se disent ouais c'est un mec de la data. C'est pas trop ce qu'il fait hein, mais ça a l'air bien. Mhm. Et donc c'est important de faire comprendre aux autres collabs que s'ils ont telle donnée ou tu vois, Mhm. c'est grâce à toi en fait, tout simplement. Parce que moi des fois je reçois des mails qui me sont pas destinés directement, tu vois, mais t'es en copie via une liste générique ou quelque chose de ce genre-là. Ouais. Et tu te rends compte que y a des gens qui pensent que les rapports ou les dashboards qui leur sont fournis, Mhm. ça vient euh, de l'équipe pour laquelle toi tu travailles, D'accord. pour l'intermédiaire en fait. Mhm. Et donc, bon après, t'es toujours un peu dégoûté, quoi. Tu te dis, en fait, ils comprennent pas que c'est moi qui est derrière tout ça, quoi. Quoi, moi, la data. Mhm. Donc, et justement, il donne des petits conseils parce que c'est bien de dire communiquer efficacement, mais c'est mieux d'aller un petit peu plus profondément dans le sujet. Mhm. Il dit éviter les détails techniques lors des discussions avec le business. Ouais. Il y a une autre citation où il dit comment l'implémentation technique de comment tu le fais, et ils s'en fichent, tu vois. Et c'est vrai, tu vas pas leur parler de technique, Mhm. quel est l'intérêt? Donc il faut utiliser un langage fonctionnel et il faut se concentrer sur les résultats et pas sur la perfection technique. Ouais. Je sais pas si toi, tu as eu aussi ce rapport des fois avec les métiers, mais des fois des petites choses, mais vraiment qui prennent 2 heures à faire et qui remplissent un objectif vraiment simple. Mais en fait, ça leur crée tellement
de bénéfices que tu te dis, mais en fait, seulement ça, et ils sont tellement contents, tu vois. Mhm. Alors que des fois, tu te casses la tête à faire un truc super chiadé, où il y a plein de cas où tu dois tester plein de trucs, faire des tables de débord, de machin, des tables de RG, des machins, machin. Mhm. Et en fait, c'est pas utilisé. Tu vois. Ouais, je vois bien. En fait, non, c'est quelqu'un qui a fait ouais, bah en fait, ce serait bien d'avoir ça, machin, mais en fait, ça suit aucun objectif réel, Mhm. partagé. Et ça, je pense que tu vois, quand t'es senior, faut savoir le détecter, ça. Les trucs, ce serait bien d'avoir. Non, mais est-ce que ça va faire mouche ou pas? Vraiment. Ouais, il faut bien comprendre les enjeux derrière. Ouais. Mhm. Et détecter un peu le bullshit, quoi, pour parler un peu crûment. Mhm. Parce que sinon, t'as pas fini, en fait. Euh, Si tu sais pas un peu tirer les verres du nez de à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va t'apporter, ou à ton équipe, qu'est- qu'est-ce qui va arriver de mal si t'as pas ça aussi. Tu Mhm. as l'impact négatif que ça va avoir. Mhm. Euh, Troisième conseil, c'est bah, la qualité de données. On a un peu les porte-drapeaux de ça dans ce podcast. Mhm. Mais il dit que c'est super important parce que la précision des données, c'est crucial. Et il y a une citation que j'aime bien dans son article, parce qu'à chaque fois, il met une citation. Euh, il dit, si ton chiffre peut dévier de 10 dollars, Ouais. il peut dévier de 100 000 dollars. Et ça, c'est vrai. Parce que tu dis, ouais, mais c'est des clopinettes, je verrai plus tard, machin. Sauf que, tu vois, c'est la loi de Parkinson, là, où tout ce qui peut arriver arrivera. Mhm. Ben, un jour, voilà, effectivement, tu avais un écart sur des factures, des petites factures, mais il y a un jour, voilà, tu as eu un écart sur une grosse facture ou sur une grosse commande. Et tout le monde s'en aperçoit. Et puis derrière, ben, en fait, la data, c'est pas sérieux, tu vois. Mhm. C'est remis en cause, tu vois. Même 6 mois après la livraison d'un dashboard, tu vois. Ouais, je vois. D'accord, on se dit, bah, et puis ça, il y a un peu aussi un effet de paranoïa qui peut se mettre en place. Ouais. Tu vois, c'est, ben, en fait, est-ce que depuis 6 mois, on regarde des bonnes données? Ouais, il y a une perte de confiance. Ouais, une perte de confiance qui peut être très forte. Donc, même si la qualité de données, bah, ça prend du temps à Mhm. construire et beaucoup de tests à mettre en place, la data validation, etc. On en a déjà parlé. Mhm. Euh, c'est c'est trop important en fait. Donc oui, t'es le quick and dirty, ça peut être facilitant à court terme, mais il faut tout de suite résorber. Mhm. Il faut pas se laisser avec une dette insurmontable. Et c'est pour ça qu'il y a il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui marchent bien et qu'il faut utiliser quoi. Donc le quatrième conseil, c'est être critique envers les providers Mhm. de solutions. Parce qu'en fait, nous, on parle pas mal de providers cloud, de Snowflake, donc Databricks, DBT, et que sais-je. Mais quand tu lis leur doc, leur livre blanc, etc., c'est toujours super, tu vois. Mhm. C'est c'est le l'outil qui répond super bien à tout, et puis
qui est incollable, etc. Mais en fait, non, il faut prendre du recul sur ça. Et il faut avoir des gens qui ont de l'expérience sur ces solutions. Ouais. Parce que, tu vois, moi, j'ai beaucoup plus confiance en quelqu'un qui me dit cet outil est bien, mais il y a ça, ça, ça et ça qui n'est pas au point ou qui ne répond pas à tous les cas d'usage, Ouais. plutôt que, tu vois, un commercial. Dans le sens, pas un commercial réellement, mais un data ing ou quelqu'un de la data qui Ouais. ne jure que par un outil, et tu vois. Ça, pour moi, c'est red flag, tu vois. Ouais, je vois. Il n'y a aucun outil qui répond à tout bien, qui ne fait aucun compromis et qui n'a aucun problème. Mhm. Et le dernier conseil, c'est être. Alors, je l'ai traduit comme ça, parce que c'est be intentional. Donc, c'est être intentionnel dans la gestion des données et des rôles. Il voulait dire quoi derrière ça? Moi, tout au début, quand je suis arrivé en data, Mhm. je sais pas si tu as eu ce. Parce que toi, c'était peut-être plus progressif, toi. Moi, je suis passé de contrôleur de gestion à data engineer direct. Tu Mhm. vois, je suis même pas passé par une phase de data analyst dans ma première mission. Je comprenais pas les périmètres de tous les rôles. Ouais. Tu vois, c'était problématique pour moi, ça, dans le sens où bah, quand j'ai un problème, je savais pas qui aller voir, qui contacter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Pardon, c'est de savoir à qui s'adresser dans l'entreprise. Et tu vois, ton équipe, il faut lui donner les clés pour avoir quand tu as un problème, savoir à qui s'adresser. Donc il faut vraiment structurer cette comment dire cette fibre de compréhension des rôles. Mhm. Et aussi, quand tu fais un pipeline, il faut aussi comprendre vers qui va la donnée. Mhm. Donc, si tu fais un dashboard sur, je sais pas moi, avec comme source Salesforce, un CRM qui gère tes clients, tes commandes, machin, Ouais. tes devis, etc. Bah, qui ça va impacter? Il n'y a pas que les commerciaux, tu vois. Mhm. T'as le marketing, t'as l'administration des ventes, t'as le, comment dire, le SAV. Mhm. Il y a beaucoup de SAV qui vont voir des dashboards pour trouver des explications, etc. Donc là aussi, quand tu as un problème, ben, il faut savoir créer une communication. Quand tu as un problème dans ton pipeline, il faut savoir créer une communication qui aille chez les bonnes personnes Mhm. et qui soit aussi, comment dire, customisée. Tu vois. Euh, ok, ta donnée source, elle est en retard ou il y a eu un problème et elle est mauvaise. Ok, mais quand tu fais une publication sur un problème de données, ils vont pas tout de suite comprendre forcément que s'il y a un problème Salesforce, ça va impacter leurs données à eux, tu vois, et Ouais. leur activité. Ils vont pas forcément faire le lien dans quoi ça passe, par quelle règle de gestion, machin, machin, tu vois. Mhm.
faut aussi, et ça, moi j'en suis pas encore là, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, la publication, elle est faite, c'est une belle, un beau colissimo pour qui veut bien le prendre. Mais la customisation de l'alerting, c'est du boulot en plus. Ouais, clairement. Tu vois, la customisation de l'alerting, c'est du boulot. Et par rapport au fait que tu parlais d'avoir une vision des parties prenantes, à qui s'adresser, Ouais, ça c'est clairement quelque chose que j'ai rencontré toi partout, aussi. d'avoir cette difficulté. Ouais. Dans la plupart des boulots. J'ai l'impression que dans ma mission actuelle, c'est un peu plus clair, mais c'est pas toujours évident. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui sait qui contacter, donc on arrive toujours à se débrouiller. Mais dans pas mal de Ok. missions, c'est le problème. Effectivement. Après, Ouais. pour savoir les consommateurs aussi de nos données, c'est là où je trouve avantageux de mettre en place des solutions de data lineage. Déjà pour Ouais. savoir toi, avoir une vision de où est-ce que tu te sources, mais aussi avoir la Ouais. vision de qui est-ce qui est branché sur toi, qui consomme. Ouais, carrément. Mais dans le data lineage, quand tu dis qui est branché sur toi, t'as les équipes et tout, toi, dans ton lineage, à la Alors, fin? dans le lineage que là, nous, on Et a, pour le lier. non, on a que les tables qui consomment nos tables. Nous, on a ça. Ah Donc, oui. c'est-à-dire que s'il y a des outils qui sont branchés directement sur le nôtre, nous, on n'a pas accès. Par contre, on peut en avoir un accès détourné dans une table BigQuery. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus laquelle c'est, mais ou qui va répertorier toutes les requêtes qui ont été exécutées sur nos tables. Et donc, à partir de là, on arrive à savoir quelle équipe, quel projet a requêté nos tables. On sait quelle Ah requête et tout. oui, oui. On arrive à savoir. Mais ouais, toi, tu parles effectivement. Parce que toi, tu es dans une beaucoup plus grosse boîte. Mhm. Il y a beaucoup plus de gens et beaucoup plus de projets au niveau de la DSI. C'est vrai que, par exemple, moi, chez mon client, je suis tout le temps mes clients finaux, quoi, Mhm. mes clients en aval, c'est toujours des clients finaux, des D'accord. métiers. Alors que toi, effectivement, tu vas remettre de la donnée dans le pipe qui va être réutilisée par d'autres. C'est des produits digitaux, D'autres produits data, d'autres produits data. mais aussi directement des utilisateurs, hein. Il y a Parce ceux que qui ont tu directement leur as base de plusieurs données. produits data chez ton client. Ouais. Enfin, ils Ouais. appellent pas ça des data products, hein. Mais moi, j'appelle ça Ok. comme ça. Mais on va dire que c'est Ok. des domaines, ces équipes qui gèrent certains Ouais. domaines. C'est Mais il n'y a complètement pas du qu'une business. équipe data. Non. Ok. Ouais. Donc, donc oui, on est. Mais ça reste le même principe. Mhm. C'est effectivement d'avoir une communication qui est faite en fonction de ce qu'il y a en aval. C'est plus facile, je trouve, euh, quand c'est d'autres produits tech, on va dire, Mhm. qui sont branchés parce que tu fais une com et eux, ils vont savoir techniquement la donnée, elle sert à quoi parce que normalement, ils ont aussi du lineage. Alors que quand tu es avec des métiers, des fois, c'est plus compliqué. Tu vois, ils se disent, il n'y a pas que des données claires et limpides, tu Mhm. vois, qu'on traite. Il y a aussi Ouais. des trucs, moi, des fois, j'y piche que dalle, hein. On me dit de faire comme ça, j'essaye de limiter au plus possible ce phénomène de boîte noire. Ouais. Parce que mais des fois, tu te dis, même quand le gars il essaie de t'expliquer le truc, tu fais waouh, tu vois, Mhm. c'est quoi cette horreur? Ouais. Je l'ai beaucoup moins sur Ouais. ma mission actuelle, parce que ça reste assez concret. Mhm. Et quand j'étais par exemple chez Enedis, je peux le dire maintenant parce que c'est pas mon client actuel, Ouais. et, et ça s'était bien passé, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Quand tu parlais avec des ingénieurs réseau électrique,
Bah, accroche ta ceinture, hein. Des fois, tu te dis, écris-moi la règle de gestion avec moi, s'il te plaît, et regarde si c'est bien ce que tu veux. Ouais, ça peut être compliqué. Dans certains trucs pointus, bon, c'était pour la petite blague. Petite blagounette. Ça marche. Bah, merci Axel. Ouais, Je te propose de passer à l'article suivant pour qu'on tienne dans les temps. ouais, ça va vite. Ça Ça va va vite. très vite. Il y avait un article qui était écrit par DBT, qui a été publié le 10 juillet, enfin par Gwen Wineflower, pardon, et qui donne en fait comment DBT voit la création d'une couche sémantique sur les données. Je me suis bien accroché sur l'article, tout n'est pas très clair. J'invite d'ailleurs aux auditeurs d'aller lire l'article aussi pour avoir plus de détails. C'est un Mais sujet, ça. non, vraiment pas, surtout avec la vision DBT. Parce que moi, la couche sémantique, j'ai commencé à la voir avec LookML. Donc LookML, c'est dans cet outil-là où on va définir soit des requêtes SQL, où on va juste faire glisser des dimensions, des métriques, et c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Et après, c'est dans Looker que là, on va exploiter ce qui a été créé sur LookML. Donc moi, j'avais une vision un peu comme ça, que DBT, je trouve que la vision est encore un peu différente. Et donc du coup, pour rappeler DBT, pour rappel, donc c'est un framework open source qui est normalement ciblé sur la transformation des données, qui permet de faire cette transformation en SQL avec du Jinja pour variabiliser un peu tout ça, et tout ce qui est paramétrage avec du YAML. Ce qui permet aussi d'offrir plus de reproductibilité, d'avoir aussi une documentation, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça facilite la documentation. Et là, donc dans l'article, ils définissent que la couche sémantique, c'est vraiment l'intermédiaire entre les données. D'ailleurs, je crois qu'ils parlaient même de données brutes, mais on va plutôt dire entre les données et vraiment les utilisateurs finaux. Et ça permet, cette couche sémantique, d'avoir une compréhension commune sur les données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour une certaine équipe qui exploite les données, une certaine règle de gestion sur les mêmes données, par exemple le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires net ou net-net? Enfin, il y a plusieurs notions sur le chiffre Mm. d'affaires. Eux, ça va être une certaine notion. Une autre équipe, ça va être une certaine notion. Mais à un moment, il faut qu'ils croisent leur dashboard. Mais en fait, c'est pas la même chose. Là, le but, c'est vraiment de rajouter une compréhension commune. En tout cas, c'est ça pour moi, la couche sémantique. Et là, DBT, ils ont surtout listé pour eux les étapes pour mettre en place cette couche sémantique, mais avec DBT. Donc là, je ne vais pas juste relister tout ce qu'ils ont mis, hein, j'invite vraiment à aller lire l'article. Mais DBT, pour eux, ils ont dit que c'était un moteur de dénormalisation et qui permet de connecter de façon dynamique les modèles normalisés avec un maximum de petites briques, c'est-à-dire qu'avec vraiment une définition des métriques, avec les différents métriques, définition des dimensions. Donc pour rappeler, la dénormalisation, si je me gourre pas en plus, c'est quand on va ramener un peu toutes les dimensions sur une table. C'est-à-dire qu'on a une table client qui a acheté un certain produit, et ben on va aller ramener le libellé du produit, la nomenclature du produit avec ses libellés. Enfin, on va avoir vraiment toutes les données dans une table. Et donc là, c'est comme ça qu'on va dénormaliser la table. Ce qui va un peu à l'encontre de tout ce qui est schéma en étoile. On s'oriente beaucoup plus sur la normalisation. Ça veut dire on éclate vraiment pour dire tout ce qui est descriptif, par exemple, du produit, on le met dans une certaine table, et dans la table des clients avec leurs commandes, là, on donne juste les identifiants. Si jamais il y a besoin d'avoir d'autres informations, là, à ce moment-là, on fait une jointure dessus. Et donc pour DBT, c'est vraiment un moteur de dénormalisation, cette couche sémantique. Ça veut dire que ça ramène vraiment tous les éléments. Et ce que j'ai retenu dans toutes les étapes qui sont pu parler pour mettre en place cette couche-là, c'est qu'il va être important d'identifier les data products sur lesquels on peut commencer à mettre en place cette couche sémantique. Parce que le but, c'est pas de mettre en place un projet de couche sémantique sur toute l'entreprise d'un coup. Ça peut être overkill. Là, le but, c'est vraiment d'identifier un produit qui a un fort impact. Et Actif critique. comment? Un actif critique. Ouais, un actif critique, mais qui est très spécifique. Faut pas que non plus ça reste suffisamment large, faut que ce soit vraiment très spécifique. Donc j'ai noté ça parce que clairement, c'est par là qu'il faut commencer. Et de voir avec justement cette équipe-là pour identifier
quels sont les champs chez nous, donc faire un inventaire de tout ce qui est colonne et de tous les modèles qu'on a sur cette équipe-là, quels sont les champs qui participeront à faire les futures métriques. Donc ça, c'est une grosse première étape. Contacter les data products, identifier les bons data products et identifier les métriques que l'on va devoir mettre en place. Après, il y a une grosse partie où là, on va mettre en place sur DBT tous ces calculs, tous ces métriques, éventuellement avec des macros, pour que ça puisse être réutilisé aussi dans d'autres cas éventuels. Et donc, ils disent que cette couche sémantique-là va passer par la mise en place d'un modèle sur DBT. Donc, modèle, souvent, c'est, on va dire, la table sur DBT. Enfin, c'est tout ce qui va faire qu'on va finir par générer la table. Le modèle. Et ils conseillent, avec tous ces calculs, de mettre ça dans une vue, donc normalisée, une vue. D'ailleurs, je ne sais pas s'il parlait de vue matérialisée, ça je n'ai pas noté, mais en tout cas de passer par une vue pour incorporer tous ces calculs-là. Ce qui veut dire que quand l'outil BI va se connecter à cette vue-là, à chaque fois qu'il va la requêter la vue va juste prendre les données qui sont normalisées, les dénormaliser et calculer les métriques à la volée. Donc après avoir au niveau de la volumétrie, il précise aussi que peut-être qu'il y en a certains qui vont devoir être précalculés, en tout cas qu'on va devoir exécuter une pipeline pour les calculer. Et une fois qu'on a mis en place tout ça, il conseille là d'élargir au fur et à mesure les champs et éventuellement les métriques sur l'équipe, sur la première équipe qu'on a déjà accompagnée pour mettre en place la couche sémantique. Donc ça, c'est ce que j'ai noté et c'est ce que j'ai résumé. Mais il y a beaucoup d'étapes dedans, mais ils sont vraiment très, très micro sur les étapes. Toi, t'en penses quoi justement, Axel, de la mise en place d'une couche sémantique, surtout avec DBT? Je peux pas t'aider. Merci Axel. Article suivant. Mais déjà, le fait de mettre en place une couche sémantique sur les données. Alors, je vois l'intérêt de mettre en place une couche sémantique parce que plus tu vas avoir de pipeline, de données, aussi de produits dans ton entreprise. Quand je parle de produits, c'est plutôt des produits digitaux où effectivement chacun peut du coup développer son propre jargon, etc. C'est important de remettre l'église au milieu du village. Ouais, c'est ça. C'est ça. Par contre, dans l'implémentation technique, je t'avoue n'avoir aucune plus-value parce que j'en ai jamais mis en place et c'est pas un sujet que j'ai, même côté perso, que j'ai beaucoup analysé. Ouais. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que il y a deux, on va dire, couches sémantiques un peu qui dominent le marché. T'as DBT et t'as c'est LookML, le moteur sémantique côté qui est derrière Looker sur Google Cloud. Je ne connais pas de couche sémantique côté AWS et Windows. Il y en a peut-être. Mais sur l'implémentation technique, pour moi, c'est effectivement, comme tu le disais, se concentrer sur des cas d'usage vraiment importants. Genre, comme tu disais, net, brut, brut. Je savais pas qu'on pouvait avoir autant de montants, tu vois. Ouais. Dans une entreprise. Mais effectivement, pour simplifier tout ça, couche sémantique derrière, forcément en accord avec tes data owners ou data sponsors ou champions. Il y a plein de mots pour ça, j'ai l'impression. Mais la notion de data owner, j'aime bien. Celui qui est responsable de la donnée. Ouais. Et du coup, c'est un métier. Donc, c'est lui qui est en rapport direct avec le terrain et l'utilisation de ces données. Donc, mais j'aimerais beaucoup mettre en place une couche sémantique, mais on ne peut pas tout faire en temps et en heure. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses à faire hors ça. Ouais. Et
je t'avoue ne pas savoir ne pas savoir valoriser concrètement ce que va m'apporter la couche sémantique une fois mise en place. Pour moi, c'est vraiment d'avoir une cohérence à travers tous les métriques. Faut pas que chacun ait dans Ouais, son coin un certain métrique. C'est pour avoir une vision unifiée de tout ouais. ça. Mais tu sais, quand tu fais quelque chose, ensuite, c'est le temps qui confirme et l'utilisation Mhm. qui est faite de tout ça. Et j'aimerais bien avoir un retour en réel, tu vois. Parce qu'effectivement, si tu écoutes les éditeurs justement de couches sémantiques, ils vont te dire que mais comment vous faites ça, tu vois. Mais alors qu'on peut s'en sortir sans. Mhm. Tu vois. Je pense que la majorité des projets sur lesquels j'ai été, mais tu vois, où j'ai plein de discussions avec d'autres data ing, etc. Mhm. Mais il n'y en a pas, tu vois, de couches sémantiques. Moi, j'ai pas bossé dans ma mission actuelle sur la couche sémantique. Par contre, je Ouais, sais que ça utilise ouais, mais c'est rare. le LookML, mais j'ai pas eu de Franchement, retour, effectivement. franchement, c'est rare. Moi, j'ai un sphérien qui utilise LookML. D'accord. Ouais. Donc, tu vois, très limité. Mhm. Mais je ne remets pas du tout en question la pertinence de la couche sémantique. Mhm. Justement, c'est un sphérien qui m'avait formé sur LookML et Looker. Ouais. C'est peut-être lui dont tu parles? Ok. Les initiales, c'est MS. Bah voilà. Ouais, 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 c'est ça. Bah, c'est lui. Ok. je vois bien. Eh bien, merci Axel. Je te propose d'enchaîner sur l'article qui parle d'Unistore. Ouais, alors rapidement, parce que l'horloge avance. Mhm. Unistore, je connaissais pas du tout. Donc c'est un produit qui fait partie de quoi, qui est développé par Snowflake, donc Mhm. pour la plateforme Snowflake. Le constat, c'est que en fait aujourd'hui dans les entreprises, tu as dans l'extrême majorité des cas une partie Mhm. transactionnelle et une partie analytique. Ouais. Donc tu vas avoir donc l'OLTP, Online Transactional Processing, qui est orienté donc ligne, on appelle ça row-based. C'est pour en fait ils savent gérer beaucoup d'écriture Mhm. avec une forte rigidité acide, Ouais. ACID, atomicité, consistency, isolation, Durability. durability. Merci. Euh, et de l'autre côté, tu vas avoir de l'OLAP. Donc là, le A, c'est pour analytique, Mhm. analytical. Où là, ça va pas être acide, même si tu peux avoir des use cases comme du pur analytique qui n'en a pas besoin, tu vois, Mhm. transaction acide, et qui est orienté colonne et pas ligne, donc orienté grosse volumétrie en lecture, optimiser lecture et pas écriture. Mhm. Euh, et justement, le but d'Unistore, c'est de combiner les capacités de l'OLTP et de l'OLAP. Euh, Pourquoi ils veulent faire ça? C'est pour que, par exemple, tu as un produit dans ton entreprise qui gère, je sais pas moi, un site internet avec des connexions de clients, etc., des notions de mise au panier, etc. Mhm. C'est du transactionnel, parce que ça écrit, machin, il n'y a pas d'analytique, c'est pour la fonction, Pour non, l'opérationnel. pour le fonctionnement de ton site. Mhm. Euh, L'intérêt d'avoir une table Unistore, donc ce qu'ils appellent une table hybride, Mhm. à la fois OLTP et OLAP, c'est que tu n'as pas besoin d'aller prendre depuis ton OLAP, Mhm. de faire un call API depuis de la base, d'extraire, donc la phase 2L, extract et load,
Mhm. pour la mettre dans un OLAP comme BigQuery, Redshift. Ça te permet de faire de l'analytique directement sur ta table, sur tes tables hybrides, qui s'occupent aussi de la phase, de la partie OLTP. Mhm. Donc moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Donc comment ils font ça, Snowflake? C'est que je suis parti un peu regarder leur doc et puis le livre blanc tech. Ils font du partitionnement adaptatif. Donc tu vois, le partitionnement est géré en automatique en back. Ça me rappelle le liquid clustering de Databricks. Ouais, exactement. Tu as de l'indexation aussi automatique, optimisée selon l'utilisation. Alors, à mon avis, le code derrière est assez lourd. Ok. Parce que tu peux avoir en fonction des heures de la journée, des types de dimensions, de faits, tout ça, il doit y avoir des gros algos derrière pour faire tout ce partitionnement, indexation, compression adaptatif, cache intelligent. Donc, c'est vraiment un système multiniveau. Mhm. Et puis, il y a un rééquilibrage en arrière-plan. Donc, c'est continu en arrière-plan pour optimiser la distribution des données entre le stockage en ligne et en colonne. Mhm. Il y a deux cas d'usage pour moi qui sont pas du tout faits pour Unistore. C'est quand tu utilises déjà des produits, des SaaS, Mhm. tu vois, des CRM, des WMS, donc des gestionnaires logistiques de stock, Ouais. etc. Des logiciels de comptabilité comme Sage, tu vois. Mhm. Où là, en fait, toute cette partie OLTP, elle est dans l'outil. Elle est chez eux, tu vois. Elle est managée par l'outil source. Et en fait, toi, tu vas juste appeler l'API, donc X3 pour Sage, Simple Salesforce pour Salesforce, Mhm. pour ramener la donnée dans ton OLAP. Ouais. Ça sert à rien de mettre de l'Unistore derrière puisque tu fais pas d'OLTP quand tu appelles un outil qui fait déjà la partie transac. Mhm. Donc Unistore, si vous avez que des outils de ce genre-là et que vous ramenez de la donnée, Unistore, c'est pas du tout le bon outil. Et le deuxième cas d'usage qui pour moi est pas. Alors le premier c'est vraiment, faut pas utiliser Unistore, c'est vraiment pas fait pour ça. Mhm. Le deuxième, c'est si vous avez vraiment de très gros volumes de données. Donc si vous êtes une entreprise qui gère d'énormes volumes de données, je sais pas aujourd'hui où on en est sur le terme big data. À partir de combien de téra on est big ou pas big? Je sais pas. Mhm. Je sais plus. Bah, je dirais à partir du moment où tu as besoin d'un cluster pour traiter tes données, là, on peut dire que c'est du big data. Ouais, c'est vrai. Quand tu as besoin de distribuer, Ouais, en c'est fait. ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, si tu as d'énormes. D'un côté, les tables hybrides, c'est sur du distribué. Mhm. Mais j'ai lu donc sur un forum. J'utilise beaucoup Reddit. Je sais pas si toi tu. Ok. Non, j'utilise pas. Je trouve que les gens sont assez francs et ça me permet de m'extraire un peu du bullshit. Mhm. En fait, le problème d'Unistore, c'est que il y a beaucoup de process qui sont joués en arrière-plan, justement pour gérer cette combinaison LTP-OLAP. Mhm. Et en fait, si tu as trop de données, si tu gères, je sais pas moi, si tu as en volume, ne serait-ce qu'en storage, hein, pas en compute, Ouais. 1 Tera de données par jour, qu'est-ce qu'il a dans le ventre réellement? Mhm.
Unistore, tu vois. Et est-ce qu'il va pas faire exploser les coûts à tout le temps recalculer, tu vois, Ouais, je vois. et à optimiser tout ça. Le cas parfait pour moi, c'est si tu as un magasin en ligne, par exemple, avec quelques gigas par jour, voire quelques dizaines, tu vois, Mhm. que tu utilises ces tables-là pour le fonctionnement du site et que tu veux analyser derrière, un peu comme un Google Analytics, Mhm. euh, tes données, par exemple, et les sessions de tes utilisateurs, les machins. Tu vois. Ça te permet d'éviter la phase de EL, Ouais. Extract Load, et de pouvoir directement utiliser la table hybride utilisée pour le fonctionnement opérationnel Mhm. en tant qu'analytique. Et tu peux directement être une source. Ces tables-là peuvent directement être une source de ton pipeline sans devoir faire des rapatriements, Ouais, des écrire copies, des déplacements. des appels API, des images Docker, des pods, machin. Mhm. Donc, ça simplifie beaucoup pour ce cas d'usage. Et à mon avis, on rentre pas mal de cas d'usage dans ce tiroir, quoi. Mhm. Tu vois. Mais c'est le but d'un archi, quoi. C'est de se dire, est-ce que mon entreprise rentre dans le cas d'usage Unistore ou pas, Ouais, bien sûr. tu vois. Bah, effectivement, tout ce qui est grande distribution, donc le retail, j'imagine qu'il y aura beaucoup de cas d'usage dans ce cas-là. Ouais, Parce qu'effectivement, carrément. toutes les données viennent de l'opérationnel. Ouais, Et j'ai souvent la problématique de, OK, l'opérationnel a ces données, et après, nous, on doit en batch obtenir les données, ou alors on a un certain temps de traitement pour obtenir ces données-là. Après, il faut le traitement encore en plus. Donc, il y a ouais, beaucoup de points où ça peut échouer et poser des problèmes dans le traitement. Et les utilisateurs aussi sont pas toujours satisfaits de la ouais. rapidité à laquelle on met à Mm. disposition la donnée. Et donc là, clairement, ça peut répondre à cette problématique de besoin en temps réel, le fait de diminuer les Ouais, points de friction, et exactement. ça peut réduire les coûts aussi. Après, effectivement, Ouais. je n'ai pas en tête la facturation derrière, mais j'imagine que les coûts peuvent être réduits. Alors, j'ai pas regardé la facturation. Ou j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé, je sais plus. Mhm. Mais effectivement, si la gestion de tes magasins est faite par du code que tu détiens, Mhm. qui n'est pas faite par un tiers, par un outil où tout le transactionnel est fait dans l'outil, Mhm. c'est typiquement là où Unistore va briller. Ouais. Tu vois. Et effectivement, c'est du temps réel parce que tu n'as pas à extraire de la donnée. Mhm. Tu fais directement tes analyses sur ce qui est en prod et qui tourne là à l'heure actuelle. Donc ouais, carrément. C'est Ok. un bel outil pour un cas d'usage assez commun, du coup, je Mhm. dirais. Mm. Ouais, clairement. Merci Axel. Je te propose d'enchaîner sur le Ouais, dernier article yes, qui parle de l'histoire de la moderne data stack. C'est un ouais, article qui a été publié le 10 juillet. Et déjà pour définir la moderne data stack, donc j'ai pris une définition qui est assez basique. Ça regroupe un ensemble d'outils et de technologies qui permettent de gérer, transformer, analyser les données de manière évolutive et flexible. Euh, et l'auteur commence par parler de l'histoire de la moderne data stack, par parler de Apache Yarn, qui est un module de Apache Hadoop. Et il met en avant que ça a joué un rôle crucial dans le fait de séparer le stockage du compute. Donc c'est à la base de tout ce qu'on a là actuellement. BigQuery, c'est ce qui est fait. Snowflake, c'est exactement ça. Donc il parle déjà que ça a commencé ici, l'histoire de la moderne data stack. Euh, mais il dit aussi, malgré le fait que Yarn, ça a été la base, pour lui, Hadoop, ça a été un échec. euh, Parce il trouve, la plupart ont trouvé que Hadoop est complexe à mettre en oui, place, et surtout que de base, il n'y a pas de SQL.
pour aller requêter, pour gérer les données avec Hadoop. Il faut qu'il y ait des surcouches. J'ai pas noté, mais je crois me souvenir qu'il y avait du Hive qui essayait de répondre à ça. Mais il dit qu'il y a des outils qui sont arrivés, par exemple comme Presto et Apache Presto, et c'est grâce à eux que ça a commencé à réouvrir encore la voie avec Redshift, Snowflake et Databricks, qui permettait de rajouter une couche de simplicité en fait à ça. Et pour lui, ce qui a marqué un grand tourment, c'est le fait qu'il y a de nombreux outils SaaS, donc en gros des outils clés en main pour faire ce dont on a besoin sur les données. Et ça a permis justement aux entreprises de s'abstraire de toute cette complexité qu'il y avait avec Hadoop, et surtout de ne plus avoir besoin, ou beaucoup moins en tout cas, de gérer l'infrastructure. Parce que c'est pour parler de Snowflake ou de parler de GCP, entre autres, c'est eux du coup qui vont prendre tout ce qui est infrastructure. Ils vont te mettre souvent à disposition des services serverless. Comme ça, tu ne te soucies pas de ça, tu as juste à te soucier de ta facturation. Ce qui permet aussi donc, de diminuer les maintenances, ça permet aussi de scaler davantage, parce que là, tu n'as plus besoin de dire, bon là j'ai mon infrastructure actuelle, mais du coup elle a pu adapter, du coup il va falloir aller prendre d'autres sources, il faut que je les branche, mais là j'ai vu qu'il y avait une panne, etc. Ça permet aussi d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus scalable, et ça augmente clairement la productivité des devs. Donc tout à l'heure j'évoquais le time to market, si un dev est plus productif, dans ce cas-là, ça fait gagner des coûts, tout simplement. Et ça permet d'avoir plus rapidement une mise à disposition des données pour les utilisateurs. Mais par contre, il relativise parce qu'il trouve que les SaaS, malgré le gain qu'il y a pu avoir sur les infrastructures, il trouve que ça coûte quand même assez cher, que ça revient quand même assez cher, et il trouve que le fait qu'il y ait plein d'outils, tu sais, je parlais juste avant qu'il y ait de nombreux outils SaaS qui sont sortis, le fait qu'il y ait plein d'outils, c'est pas toujours facile de faire des choix, c'est pas toujours facile de les faire communiquer entre eux. Et le fait que ce soit éclaté comme ça peut soit en termes de coûts déjà dégrader les économies qui avaient été faites auparavant, et ça peut aussi apporter plus de friction pour mettre en place des solutions efficaces. Et donc pour lui, à la fin de l'article, il dit qu'il y a la Next Gen Data Stack, donc encore pour mettre un mot dessus, qui va arriver, qui arrive déjà d'ailleurs, et qui va permettre l'interopérabilité entre les outils. Donc le fait que tous les outils puissent communiquer entre eux, et qu'il peut y avoir des formats par exemple de tables ouverts. Donc clairement quand il parlait de format de table ouvert, je pense direct à Snowflake avec Iceberg et Databricks avec Delta Lake. Et ça va permettre d'avoir des solutions optimisées, de pouvoir réduire les coûts et de minimiser la complexité. Donc le fait qu'il y ait vraiment des solutions unifiées qui sortent. Et donc clairement pour moi c'est déjà un peu le cas avec Snowflake et Databricks, qui pour moi font partie clairement de l'appellation de l'auteur de la Next Gen Data Stack. Toi t'en penses quoi de justement la Next Gen Data Stack par rapport à la moderne Data Stack entre guillemets? Toi tu dis Gen, ça me fait rire. Next Gen, non? Gen. C'est GEN, non? Oui. Il y a tout le monde qui me reprend sur mon accent anglais. J'avais même un collègue qui me parlait Gen, pour moi, c'est une culotte, quoi. Tu vois. Ouais, du coup, ouais. Je parlais de tuple quand on était en Python avec un collègue, et il m'a tout de suite compris pour dire tuple. Tuple. Yeah. Mais ouais, Next Gen. Next Gen. Ouais, c'est à l'américain. En vrai, j'attends encore un peu de voir, tu vois. Parce que, comme tout à l'heure on disait, ne pas croire forcément les éditeurs, parce qu'ils vont toujours dire mais c'est incroyable, tu vois. Mais est-ce que ça va pénétrer le marché ou pas? Est-ce que les gens vont adhérer? Tu vois. L'espéranto c'est bien, hein, mais personne n'apprend l'espéranto aujourd'hui. C'est vrai. Donc j'attends encore de voir, sachant que en parallèle, c'est ça qui est des fois un peu compliqué, c'est que ils vont te faire des outils comme Google Analytics Hub,
Donc, tu vois, tu peux ouvrir des parties de ton dataware en accès direct à des partenaires qui sont externes à ton entreprise. Snowflake fait ça aussi, mais je ne sais plus exactement le nom du produit. Donc tu vois, il pousse un produit, mais il pousse aussi un qui répond au même genre de cas d'usage. Effectivement, les formats ouverts, c'est intéressant. Le Lakehouse, c'est intéressant. Mais je sais pas ce que tu en penses dans les 2-3 ans qui suivent. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une adoption généralisée? Alors, je sais pas s'il va y avoir une adoption généralisée. Par contre, je comprends tout à fait le fait qu'il y ait plein d'outils sur l'étagère qu'on peut utiliser, qui répondent à des problématiques spécifiques. C'est super. Mais dans ce cas-là, il y a une étape où on s'abstrait de tout ce qui est infrastructure. Par contre, du coup, on va se remettre de la complexité à gérer 50 outils et de faire le nécessaire pour que ce soit vraiment intégré entre eux. Donc... Bah, c'est ça. Puis, tu vois, moi qui ai fait un peu d'Hadoop, c'était vraiment douloureux. Tu vois, et on a passé des journées entières sur des problèmes techniques sans avancer sur de la valeur ajoutée. Quand tu vois le prix d'un ingénieur dans un pays comme la France, c'est clair. Bah, tu peux en faire du process dans le cloud avec un salaire, quand même 2 salaires, parce qu'on était souvent deux à traiter le sujet. Donc, le move de sortir d'Hadoop, moi perso, tu me proposes quelque chose, une mission entre faire du Hadoop old school et du cloud. Tu réfléchis longtemps, toi? Bah non, bien sûr que non. Non. Et je pense aussi que c'est vers ça que les entreprises veulent s'orienter. Ils veulent absolument quelque chose de simple, que tout soit géré, que ça réponde à toutes les problématiques. Unistore, dont on parlait juste avant, ça répond à une certaine problématique et ça enlève pas mal de complexité. De traitement à mettre. Et c'est clairement vers ça qu'on va s'orienter. Ouais. Après, dans notre boulot de quotidien, on n'est pas archi. Tu vois, donc on n'a peut-être pas la vision alors qu'on devrait. Ce serait intéressant d'ailleurs pour moi de passer aussi la certif archi Google, parce qu'elles sont quand même assez rudes dans les certifs. Ils te la donnent pas, hein, clairement. Mais d'avoir aussi une vision un peu plus avec plus de perspective. Mais du coup, nous, on est data ing et c'est pas nous qui allons choisir les revirements structurants de techno. Non, effectivement, on peut faire du lobbying, mais on peut un peu sponsoriser, effectivement. Ouais. Donc non, à voir par la suite. J'ai envie de dire restons prudents, quoi. Eh bien, merci Axel. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que le podcast est dispo sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. On m'a récemment parlé, mais pourquoi vous ne mettez pas sur Deezer aussi? C'est français, c'est bien. On va réfléchir pour faire ça. Pensez aussi à la notation sur les différentes plateformes pour qu'on puisse remonter au niveau des algorithmes. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, pensez à mettre des commentaires. Et du coup, Axel, je te dis à la semaine prochaine pour un dernier épisode de la saison. De la saison en année scolaire. En année scolaire. Ouais. Ah non, c'est terminé. ouais, en année scolaire. Comme ça, on va prendre des vacances bien méritées. Ouais, des vacances, semaine prochaine, vacances. Merci Axel. Merci à toi. Salut. Salut tout le monde.